Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première édition du Trust Day qui sera aujourd'hui consacrée à l'éco-socio-conception digitale. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de Fabrice Arsico, qui est responsable du pôle digital chez Watt, et Bertrand Anne, qui est directeur de clientèle. Et il y a également dans la petite fenêtre que vous voyez à l'écran, Lucille Fleury, qui est notre responsable communication et qui sera en charge de nous faire remonter toutes vos questions. Elle vous posera également un petit sondage dans le chat que vous allez voir et elle va animer et modérer toute cette présentation. En attendant que tout le monde se connecte, on vous dit quelques mots de l'agence. L'agence Watt, c'est une agence qui est indépendante, une agence de communication corporate et RH. Et nous sommes aujourd'hui 150 personnes à l'agence. C'est une agence qui a 35 ans d'expérience. On s'appelle Watt depuis à peu près 5 ans, mais les agences qui composent ce groupement existent depuis plus de 35 ans. Et nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle We Are Together et qui rassemble 3 agences, Watt, All Contents, qui est plus spécialisé en brand content, et The Social Republic, spécialisé en social media. Et nous sommes présents à Paris et en région. Et l'année dernière, nous avons opéré un changement de positionnement vers une communication plus engagée, avec l'idée et la conviction que la communication peut être un moteur de progrès et de changement positif. Et ça s'illustre dans toutes nos expertises, du planning stratégique et conseil, en passant par les contenus, les campagnes, l'influence, les médias sociaux, le digital dont on va parler aujourd'hui, et les activations et l'achat média, qui sont toutes nos expertises. Et aujourd'hui, on va se parler de digital parce qu'on va le voir, pour le coup, la communication responsable, elle a tout à jouer en digital parce que les implications sont de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, notre pôle digital, c'est à peu près 15 experts qui travaillent sur des dispositifs digitaux très larges et aussi sur des expertises pointues comme du social listening, par exemple, de la user research ou encore du marketing digital. On vous a mis quelques chiffres là à l'écran. Donc, vous voyez qu'on a aujourd'hui 209 sites actifs, 42 dispositifs conçus et sur les 3 dernières années, on a reçu 24 récompenses dont on est très fiers. On va démarrer ce webinaire avec une petite introduction sur le numérique responsable. Ensuite, on vous présentera une solution que l'on a conçue, nous, suite un peu au retour d'expérience de nos clients. Et puis, on va revenir un peu sur les idées reçues qu'on peut avoir sur l'éco-conception. Et d'ailleurs, c'est une question que l'on va vous poser dans le chat pour connaître aussi, vous, vos idées reçues. Et puis ensuite, on fera une petite conclusion et des échanges. On a mis les échanges à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre. C'est Lucie, justement, qui nous remontera vos questions et au fur et à mesure, en tout cas, toutes celles auxquelles on peut répondre, sinon on s'autorisera parfois à vous dire, voilà, là on vous répondra peut-être dans un deuxième temps, mais tous ceux que l'on pourra vous dire, évidemment, on y répondra. Alors, on va commencer par se poser un peu la question de fond de pourquoi on se pose finalement cette question aujourd'hui, pourquoi on parle d'éco-socio-conception et pourquoi en digital. Alors, l'idée, c'est de se dire que le digital, ça a une implication forte dans nos vies. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente ce chiffre ? 27 ans, 7 mois et 6 jours. J'espère que vous êtes bien assis. Nous, on est confortable, on est bien, parce que c'est le temps moyen que vous allez passer devant un écran au cours de votre vie. Et là, ça fait peur, clairement. En fait, ce chiffre, il est individuel, mais on l'a choisi parce qu'à lui seul, il résume l'omniprésence du digital. Et l'omniprésence à tous les niveaux de notre vie. Au niveau professionnel, au niveau personnel, dans nos loisirs, au quotidien quand on doit remplir des tâches administratives. Aujourd'hui, tous les services publics utilisent le digital. Et c'est pas en communication qu'on va dire le contraire, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul dispositif qui ne comprend pas au moins une brique digitale sur différents canaux, des canaux qui sont de plus en plus segmentés, différents flux, et donc on se retrouve avec une situation où même si on n'investit pas tous les canaux, parfois on va même faire appel à des influenceurs qui sont créateurs de contenu sur le digital. Donc il y a vraiment une explosion du digital dans nos vies qui évidemment change les usages, les besoins, l'interaction de plus en plus simultanée notamment.
Et pour autant, ce digital, il a un impact qui est énorme et un coût qui est énorme, à la fois au niveau écologique, mais aussi au niveau social et éthique. Pour donner quelques chiffres, chaque jour, un Français émet l'équivalent en carbone de 6 km en voiture thermique, uniquement par sa consommation numérique. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a en moyenne 14 appareils branchés en permanence chez nous. Et les appareils, les équipements, c'est vraiment ce qui coûte le plus. Aujourd'hui, on a 10 milliards d'équipements qui sont fabriqués par an, dont à peu près 30% ne serviront pas ou peu. Et tout ça, ça représente aujourd'hui en France 2,5% des émissions carbone totales. Dans le monde, déjà 4%. Et on sait qu'à 2025, on va doubler. Donc, ça veut dire qu'en France, ce sera minimum 4 à 5%. Et dans le monde, 8% des émissions de gaz à effet de serre. L'équivalent du secteur automobile d'ici 2025. Aujourd'hui, en France, c'est déjà l'équivalent du secteur de l'aviation civile, ce qui est déjà énorme. Et ça donne finalement l'ampleur du coût du numérique par rapport aux autres industries. Alors, bien sûr, là-dedans, ce qui compte le plus, on va dire ce qui coûte le plus, c'est la partie équipement. C'est à peu près 80% des coûts. Les 20 autres pourcents, c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui parce que c'est ce sur quoi on a le plus de pouvoir en tant que communicant, c'est la partie data center et flux. Donc, c'est la plus petite partie, mais c'est celle sur laquelle on peut nous faire des efforts, donc on va voir comment. Pour vous donner une idée de l'impact quand même, avec des choses très précises qui vont vous parler dans votre vie de tous les jours, 1 heure sur Netflix, c'est l'équivalent de 2 km en voiture thermique. 1 heure sur TikTok, ça rajoute 1 km. Concrètement, pourquoi? Parce que c'est la vidéo, et c'est la vidéo aujourd'hui qui consomme le plus. Et TikTok, c'est le réseau social de la vidéo qui en plus se lance en autoplay. C'est-à-dire que, contrairement à YouTube par exemple, vous avez un flux vidéo continu. Et ça, c'est ce qui pour le coup coûte le plus. Et on a parlé jusqu'à présent du coût écologique, du coût en termes d'empreinte carbone, mais il y a aussi des coûts sociaux sociaux et éthiques. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, 70% des sites ne sont pas accessibles. Donc, la fracture est importante, et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Céline, on avait déjà une question dans le chat sur le temps passé devant les écrans. Laïla se demande si ça inclut également la télévision. Oui, ça inclut tous les écrans, ce chiffre-là. Tout à fait. Tous les écrans et dans tous les cas de figure, donc aussi bien personnels que professionnels. Tout ce coût dont on vient de se parler, il donne finalement la mesure de ce qu'est le numérique aujourd'hui. Et il y a un mot un peu barbare que vous avez peut-être lu dans les articles qui parlent de ce sujet, c'est le pharmacon. En fait, c'est l'idée que un concept puisse être à la fois un poison et un remède. Et c'est exactement le cas du numérique aujourd'hui, c'est exactement ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, c'est que finalement, le numérique aujourd'hui, ça va être un poison parce que ça va peser au niveau écologique, mais ça va peser aussi aujourd'hui sur le coût, par exemple, social sur les travailleurs. Ça peut, on en parle de plus en plus, peser sur les sujets d'addiction au numérique. Il y a aussi les questions de cybersécurité qui sont de plus en plus importantes. Mais c'est aussi un remède dans le sens où le numérique va être une solution pour la transition écologique à travers l'industrie 4.0, à travers les smart buildings notamment. Donc, dans une moindre mesure aussi, le numérique, il a pu finalement aider chacun à accéder à certains services. Donc, c'est évidemment un remède, mais à condition d'être beaucoup plus responsable. Et c'est grosso modo ce que nous dit le rapport du GIEC. Donc, c'est aussi ce pourquoi aujourd'hui on se parle de ce sujet, parce qu'on se sent responsable aussi en tant que communicant. Et la prise de conscience, elle est réelle à tous les niveaux de la société, au niveau des entreprises. Par exemple, les GAFAM se sont engagés à être neutres en carbone en 2030. Et il y a une vraie prise de conscience au niveau du législateur qui a proposé un certain nombre de normes, de réglementations, avec des noms un peu barbares que vous voyez là. Mais l'idée, c'est simplement de légiférer à tous les niveaux de ce qu'est l'éco-socio-conception, puisque nous, on va bien se parler à la fois des impacts écologiques, mais aussi des impacts sociaux. Et donc, on va prendre en compte tous les effets
sur la vie privée, sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, les questions d'éco-conception et d'impact sur l'environnement, les questions de sécurité, et puis l'interopérabilité, c'est pas facile à dire, qui, elle, concerne plutôt les services publics. Donc, le législateur a pris conscience et commence à réglementer tous ces sujets-là. Évidemment, c'est un surcroît de normes qui fait que, finalement, au niveau des services communication, il y a une vraie question qui est finalement comment est-ce qu'on fait pour arriver à continuer à exprimer l'image de sa marque, rester attractif, rester créatif, notamment au moment de faire son site corporate, tout en étant plus responsable à tous les niveaux que l'on vient de citer. Donc, c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre aujourd'hui dans ce webinaire. Et pour ça, on va vous présenter d'abord nos convictions. Et je passe la parole à Fabrice. Merci Céline. Alors oui, on voulait vous parler du Digital Index d'abord et avant toute chose. Pour les raisons suivantes, c'est que on vous l'a exposé il y a maintenant retours d'expérience, en tout cas depuis un certain nombre de temps. Et on voulait partager avec vous quelques paroles de communicants, en tout cas, qui constatent un peu le trouble et la confusion à travers ce poids des normes et ces obligations de résultats. On a bien conscience aujourd'hui, et pour rendre honneur à cette punchline de ce webinaire, que éco-conçu, ça rime souvent avec moche. Bien évidemment, ça n'est pas du tout le cas. On vous expliquera tout à l'heure comment et pourquoi, grâce à quel biais. On a souvent aussi rencontré des questionnements sur à quoi ça sert, puisque la norme implique des actions et on comprend pas très bien toujours pourquoi tel niveau de contraste, pourquoi telle taille de typo. Et voilà, il faut expliquer que c'est une contrainte d'accessibilité, une contrainte d'efficacité, etc. Et on sent que ça pèse. Que ces enrichissements-là ne sont pas toujours évidents à mobiliser et à utiliser. On a les super bons élèves aussi, ceux qui tout de suite ont voulu aller à fond sur la RGA, l'accessibilité quasiment parfaite. Puis on se rend compte aujourd'hui qu'ils font un peu machine arrière parce que on a un peu dévoyé l'impact de l'image, on a un peu dévoyé ces enjeux de communication, de recrutement. Et donc, on va revoir un peu la copie de manière quasi intégrale. Et ce qu'on constate le plus souvent pour finir, c'est que RGPD, RGA, ce que tu évoquais Céline, c'est des notions qui sont assez compliquées. On ne comprend pas, c'est multifactoriel. Quand on va pousser un curseur, l'autre va baisser. Et les interactions entre tous ces éléments-là, en maintenant des enjeux de com', c'est hyper compliqué. Et comme c'est hyper compliqué, nous, on a bâti un certain nombre de convictions. Déjà, c'est que c'est pas la norme qui doit piloter vos projets, qui doit dicter vos visions stratégiques. C'est vos objectifs de com, de recrutement et d'impact. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir de manière assez évidente au premier plan. C'est le principal. Et pour mettre un grain de poésie dans ce monde de normes, on a fait appel à Charles Baudelaire. On aurait pu faire appel à Léonard de Vinci aussi, mais voilà, on sait que, et on vous expliquera ça ce matin, que au-delà de toutes ces contraintes, il y a un certain nombre de possibilités, de challenges, de créativité qu'on peut extrapoler, qu'on peut faire jaillir de manière assez intense. Et enfin, et c'est un des points les plus importants, l'éco-socio-conception, et à travers toutes ces évaluations, ces référentiels, ces normes, c'est pas une sanction. Ce qui est le plus important à considérer, c'est que c'est une démarche de progrès et ça va vous obliger, ça nous oblige à vous inscrire dans une démarche de progrès. Et c'est ça la véritable évolution, au sens où la durabilité devient un critère majeur pour piloter tous nos dispositifs, au-delà de la phase de conception, et c'est un point sur lequel on va revenir à plusieurs reprises ce matin avec vous. Pour faire tout ça, vous avez compris, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'indicateurs, de normes, de références. Nous, on a eu besoin de se poser à un moment donné, puisque il fallait tantôt bosser sur l'accessibilité, et puis en fait, après revenir sur la RGPD, et puis après, dire, attends, en termes de parcours, ça marche pas du tout. By the way, l'éco-conception, l'éco-index, qu'est-ce que ça donne? Et puis, tiens, SEO, je comprends pas, j'ai dégradé ma note, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on s'arrête, on pose les choses. On a fait un boulot, on a rassemblé tous les indicateurs, les méthodes, les outils d'évaluation, et on a construit une grille. Et cette grille, elle aboutit aujourd'hui à un index, le Digital Index, tout simplement, by what,
de manière assez évidente. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit cet index sur 5 grands piliers qui mêlent à la fois les éléments de conformité à un certain nombre de normes et d'obligations, puisque Céline vous l'a dit, pour nous, c'est aussi fondamental d'avoir un numérique responsable, et ça fait partie de toutes nos réflexions au départ. Et donc, on va retrouver des piliers qui sont associés à cette notion-là, mais on a aussi voulu équilibrer ces notions de conformité avec nos enjeux de com, de recrutement et d'impact, et surtout avec nos enjeux de performance, puisque c'est bien là le sujet, et c'est bien là le point de paradigme avec ce pharmacon que tu évoquais, c'est que il faut rester performant, on a besoin de générer des vues, on a besoin de générer un certain nombre de performances. Ces 5 piliers, donc je vais les énoncer assez rapidement, mais vous allez retrouver là la sobriété dans lequel on va davantage évaluer l'impact environnemental. C'est là où se situe en termes d'éco-conception la majeure partie de nos investigations. Comment on limite la charge, très clairement. Un deuxième pilier sur l'utilité. Là aussi, c'est la base. On en reparlera, mais il ne faut pas dégrader cette fonction-là. Et vous verrez qu'en travaillant sur l'utilité, on trouve des leviers d'optimisation qui vont dans le sens de l'éco-socio-conception. L'éthique, qui pour nous est là au départ de toutes nos réflexions et de plus en plus. L'accessibilité fait partie de nos résolutions majeures, bien évidemment la conformité RGPD, notamment au travers de la gestion du consentement des utilisateurs, là aussi, et comment cette gestion du consentement, elle impacte la conception de nos différents dispositifs. L'attractivité, bon ça vous parle déjà un petit peu plus, mais c'est comment est-ce qu'on génère cette visibilité pour laquelle on travaille tous, pour laquelle on s'investit tous les jours. Et enfin la performance, c'est là où quasiment beaucoup de choses se jouent en termes d'évaluation. On va plus parler de technique sur cet aspect. On a une question dans le chat, Fabrice, sur l'index. On nous demande quels sont les indicateurs qui ont été intégrés pour l'impact environnemental. Alors, on va utiliser sur l'impact environnemental 2 approches, celle de Green IT et l'éco-index, écometteur, qui pour nous aujourd'hui est la solution la plus aboutie, à la fois sur l'intégralité des critères qui sont pris en compte pour évaluer l'impact environnemental d'un site Internet. Voilà essentiellement sur les enjeux sur lesquels on va compléter cette notion-là avec des évaluations de performance technique, notamment à travers un outil comme Lighthouse, qui nous permet d'évaluer justement les optimisations qui permettent d'amoindrir l'impact environnemental. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Je te dirais, pour l'instant, Leïla n'a pas réagi. Mais... Bon, voilà, en résumé, on s'oppose, on structure nos outils de pilotage, puisque le digital, c'est quelque chose qui se mesure, qui s'évalue en permanence. Le gros avantage, comme l'évoquait cette question, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses pour le faire. Néanmoins, ces choses, elles sont complètement déstructurées. Nous, on a besoin de les rationaliser, c'est fondamental. Alors, à quoi il sert ce Digital Index aujourd'hui ? Il sert à 3 moments. Et il va servir surtout pour piloter cette démarche de progrès qu'on évoquait tout à l'heure et qui est le vrai changement de l'éco-socio-conception. L'éco-socio-conception, c'est une phase initiale et j'ai envie de dire que c'est surtout le début de l'aventure et que c'est là où il va falloir percevoir un peu la dynamique de vos futurs dispositifs sous le prisme de ce critère-là. Et donc, il va servir d'abord en termes d'audit. On fait un petit T0, on mesure là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, bien évidemment, si on part de 0, on n'audite rien. On fixe, on passe directement à la seconde étape et on dessine ensemble une feuille de route. C'est-à-dire que au gré des 5 piliers que vous avez vus du Digital Index, on va se fixer des objectifs. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est que, encore une fois, c'est pas une sanction. C'est une démarche de progrès. Et par rapport à ça, on va plutôt bosser ensemble pour définir des objectifs réalistes et réalisables. Et surtout, on va se définir des échéances dans le temps pour pouvoir les atteindre. Et ces échéances dans le temps pour pouvoir les atteindre, elles devront être à la fois réalistes et réalisables. Et on va aussi prendre en considération les moyens que vous avez.
pour pouvoir mettre l'ensemble de tout ça en corrélation et en bonne intelligence. Et enfin, la feuille de route, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs années, hein, c'est pas 3 semaines une feuille de route. On va se fixer des étapes au cours desquelles on va mesurer la progression. Et vous avez vu, on a dessiné des curseurs et en fait, on va surtout mesurer comment l'évolution d'un curseur peut en impacter d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important à prendre en considération, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ce travail-là. C'est quelque chose qui ne se décrète pas, et c'est quelque chose qu'il faut mesurer dans le temps. Et le digital, c'est une matière meuble qui va souffrir de beaucoup d'impacts différents au gré d'une évolution technologique, d'une contribution, d'un succès qui génère énormément de vues. Donc tout ça, il faut être en capacité de le monitorer. Donc on va faire des étapes d'évaluation assez régulières pour ça. Alors, on va passer à notre phase dédiée aux idées reçues sur l'éco-socio-conception. Lucille, est-ce qu'on a des réponses au sondage? Alors oui, on a des réponses au sondage. Peut-être que je peux vous laisser encore 10 secondes si vous souhaitez y répondre pour faire gonfler un peu vos réponses, les stats. Mais la grande tendance, c'est qu'on a quand même environ 60% des gens qui pensent que c'est compliqué, 30% qui pensent que c'est cher, 9% qui pensent que c'est moche et personne ne pense que c'est gadget. Bonne nouvelle. On espère que ça sera moins compliqué à l'issue de ce webinaire. En tout cas, il y aura des choses qui auront été clarifiées. C'est le but. Je pousse un cran plus loin qu'au promo, mais c'est l'idée de ce Digital Index, c'est qu'il faut, encore une fois, il faut se poser, il faut rationaliser. Et on est d'accord, c'est compliqué. Mais il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Alors, on va revenir justement sur chacun des points et chacune des idées reçues que vous pourriez avoir. Et on va essayer de voir si nous, on est d'accord ou pas, ou si on peut nuancer. Et surtout, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions, parce que c'est bien pour ça qu'on est là. Alors, première idée reçue, mais visiblement, vous ne l'avez pas, tant mieux. Mais on pourrait se dire, l'éco-conception, c'est un peu un mot à la mode. On a vu, nous, quand même, des petites tendances qui parfois étaient un peu gadgets, ou en tout cas des petits outils ou des petites choses qui étaient, voilà, plus superficielles, mais qui avaient pas tant d'impact réel. Donc, on pourrait se dire que l'éco-conception, c'est gadget. Et là, nous, on dit... non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour le coup, nous, on pense que l'éco-conception, c'est tout l'inverse. C'est un sujet qui va très en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il interroge l'utilité de ce qu'on fait en tant que communicant et notamment sur un site. Et qu'est-ce qu'on entend par utilité? Qu'est-ce que ça veut dire utilité? Ça veut dire tout simplement répondre à un besoin, servir à quelque chose. Et ça réinterroge toujours le sujet. Vous allez me dire, c'est un peu classique, on se pose toujours cette question. Des fois, on oublie un peu de se la poser en début de projet. Donc, c'est vrai que nous, on trouvait important de revenir sur ce sujet. Et du coup, vous voyez, par rapport à notre index, là, on va se parler des 2 premiers points, sobriété et utilité. Et c'est Fabrice qui va nous en parler. C'est ça, en fait, tu as tout dit. Le fait de se concentrer sur l'utilité permet de se concentrer donc sur l'essentiel et surtout de se dégager du superflu. Et là, vous avez déjà fait un grand pas sur cette gestion plus ciblée où on se débarrasse, on se concentre, on limite la charge. Et vous avez compris un tout petit peu l'idée, parce que dans éco-socio-conception, en fait, il y a conception. Et si on isole ce terme-là, il faut vraiment imaginer que vous allez passer beaucoup plus de temps en amont. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur cette notion de temps que vous avez souligné dans la réponse au petit sondage. Bon, sans aucune surprise, et comme vous le faites, je pense vraisemblablement tous, on va utiliser une méthode qui consiste à faire de la recherche utilisateur. Et pour ça, on va se nourrir de tout ce qu'on a sous la main. Alors, des études, je pense notamment pour le registre du recrutement, où on a beaucoup de choses sur les comportements des candidats selon le secteur d'activité, le profil, la dynamique de recherche, mais aussi sur des secteurs ou des thématiques. Pour essayer de définir qu'est-ce qui fait basculer la préférence de marque à un moment donné, quels sont les insights. On va utiliser beaucoup une ressource intégrée au sein de l'équipe qui est le social listening. Donc là, voilà, on a des outils de veille, de IREP, qui nous permettent de comprendre un peu les avantages concurrentiels, entre autres les forces, les faiblesses, mais aussi les opportunités.
La base, et avant toute chose, l'analyse des stats, des datas, toutes les datas. Là, ça nous permet de définir des parcours clés. Et là aussi, de travailler sur le parcours utile uniquement et d'essayer de combattre nos biais de confirmation où on essaye d'investir, de surajouter. On y viendra tout à l'heure, mais ça, c'est un gros travail qu'on doit faire ensemble. C'est se concentrer sur l'essentiel. Puis, bien évidemment, toute source d'informations, notamment les feedbacks. Je pense surtout au feedback métier, au feedback terrain, puisque le digital, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une brique d'un tout. On vit dans un monde digital, les stratégies sont globales. Et pour ça, il faut vraiment avoir, pour nourrir cette notion d'utilité, également sortir de ce terrain digital et d'extrapoler les choses dans un environnement beaucoup plus global. Nous, il y a un exemple qu'on aime beaucoup, et on fait un petit coucou à la team BNP qui est avec nous ce matin, puisqu'on sait tout. C'est le boulot qu'on a fait avec vous sur l'espace carrière, où ce travail sur l'utilité nous a permis de trouver un équilibre entre la sobriété, l'efficacité, l'attractivité et l'utilité aujourd'hui, qui est hyper intéressant. Alors, vous le voyez s'afficher à l'écran. Ce travail avec toute l'équipe en essayant d'imaginer autour donc, des candidats ce qui était utile et uniquement utile, puisqu'on a des gros enjeux de conversion, de captation d'intérêt, d'adaptation des parcours en fonction des profils. Il a été fait tous ensemble grâce à ce travail-là. Et bon, je vous laisse apprécier ce que vous voyez à l'écran, mais ça nous a aussi permis une certaine économie dans les textes, ça nous a permis aussi de définir une certaine tonalité, ça nous a permis aussi de faire des choix dans ce que va construire le site, sur l'organisation des différents éléments. Et ça doit nous permettre, in fine, de faire évoluer l'efficacité des parcours à travers des indicateurs comme le nombre de pages vues, le nombre de candidatures déposées, le nombre d'offres consultées. On vous laissera aller faire un petit tour, mais au-delà de la sobriété et le fait de se concentrer sur l'utilité, ça nous a permis aussi de mettre en avant un certain nombre de petites fonctionnalités, on va dire, notamment ces petites toolbars que vous voyez là apparaître à votre écran, où vous pouvez changer de profil, adapter vos recherches. Voilà à peu près ce qu'il faut retenir sur cet aspect-là. Bon exemple en tout cas pour mettre en avant cette notion d'utilité qui est fondamentale dès le départ. Alors, deuxième idée reçue. Alors, vous n'étiez que 9%. C'est vrai que nous, chez nos clients, on a eu l'impression que ça ressortait beaucoup plus. En tout cas, il y avait cette idée reçue qu'un site éco-conçu, c'est moche. Alors, en tout cas, pas très attractif. Alors là, si on est parfaitement honnête, on a dit vrai et faux. Il faut le dire clairement, si on pousse le curseur très loin, et en effet, on a vu pas mal de sites qui poussaient le curseur très loin, on peut se dire que le meilleur site en termes de sobriété, c'est une page blanche avec de la typo noire. C'est ça. Voilà. Maintenant, on peut aussi trouver des solutions pour que éco-conception rime avec attractivité, ou en tout cas travailler l'attractivité à la fois du design, le travail sur les images, et on va revenir dessus, mais aussi le travail sur le contenu. Et donc, c'est pour ça que là, on va vous parler de 3 dimensions de notre index, sobriété, éthique et attractivité. Alors, c'est pas le plus simple. Effectivement, on est encore en phase d'exploration. On l'a évoqué tout à l'heure à travers quelques verbatims sur nos partenaires. En fait, il y a ceux qui sont partis dès le départ et qui ont voulu pousser la logique à fond. Et donc, comme le disait Céline, on arrive à des designs qui sont ultra minimalistes. C'est un peu la règle, le minimalisme. Mais objectivement, et désolé pour Hackstock, mais on voit bien que on n'est pas dans des qualités esthétiques extraordinaires. Alors c'est un petit peu leur jeu, ils jouent cette patte-là, mais on sait très bien, nous, que par rapport à nos enjeux à nous, sur les enjeux de com, de recrutement ou d'impact d'une manière générale, on va pas réussir à atteindre nos objectifs comme ça. En tout cas, ça peut pas convenir à tout le monde. C'est ça. Par contre, ce site, objectivement, il est sur un niveau de classement de hauteur d'atterrissage des différents index qui est quasi parfait. Mais c'est un choix. Vous avez compris, l'idée c'est de choisir.
Et ça, Vogue, c'est sublime. Voilà, c'est hyper élégant, c'est anime, grande visuelle, très bien construit. Alors, un peu chargé en cookies, on en parlera tout à l'heure. Par contre, au niveau sobriété, pour reprendre l'éco-index qu'on évoquait tout à l'heure, c'est label E, c'est très très bas. Malgré cet aspect blanc, un peu minimaliste. Et vous voyez, il y a des choses qui sont trompeurs, et on l'évoquera là aussi tout à l'heure, il y a des choses qui se voient, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne se voient pas, et vous verrez que le travail de fond, il est fondamental. Et le voici, notre iceberg. Il y a des efforts qui se voient, on prend l'exemple de Hackstock, de Vogue, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. On est un peu dans la règle des 20-80. 20% du travail qu'on va faire ensemble, sur le design essentiellement, notamment en termes du XUI, pour résumer les choses de manière volontairement un peu simple ce matin, vont impacter une première partie de l'atteinte des objectifs d'éco-socio-conception, mais il n'y a pas que ça. Il y a un certain nombre d'autres points voilà, qui sont un peu sur la ligne de flottaison, à mi-chemin entre la phase immergée et la phase émergée. Le travail sur les fonctionnalités, je reprends l'exemple de l'espace carrière BNP, le fait de vous concentrer sur l'utilité vous oblige à enlever tout ce qui est inutile et finalement à limiter la charge. Le travail sur l'accessibilité, le fait de vouloir simplifier, structurer les choses, va vous permettre aussi d'avoir des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus légères. Et il y a un secteur sur lequel on reviendra plus tard lors d'un futur Trust Day, c'est la politique éditoriale, qui elle aussi cache un certain nombre de leviers qui sont majeurs. Voilà. Tout le reste, ça concerne la technique, pour le résumer un peu comme ça. Et Dieu sait si je déteste résumer le digital sous le prisme technique. Mais sur le choix des technos, les solutions d'optimisation de compression, sur la gestion du poids qui est important, et sur cet épineux sujet qu'est l'hébergement, il y a une majeure partie du travail qui doit être conduit. Et donc, quand on mixe tout ça, nous, on s'est forgé une conviction, alors qui n'est pas la nôtre, mais qu'on aime beaucoup. Je ne citerai pas les sources, sauf si vous me les demandez. Il faut faire moins, vous l'avez compris, la sobriété, c'est aussi un design minimaliste, mais avec la meilleure exécution possible. Et on sait que la meilleure exécution possible, ça veut dire traverser tout un certain nombre de contraintes, de leviers, d'actions qu'on vient d'évoquer à travers cet iceberg. Et finalement, le risque qu'on a constaté, c'est celui-là, c'est que si vous poussez tous les critères à fond, ben vous allez normer le design. Et on va se retrouver avec des pages blanches, de la typo, du vectoriel. Bien évidemment, alors là on voit que aussi, sans aucun reproche à Avril ou aux différents exemples qu'on aime beaucoup par ailleurs, parce que ça a été les premiers à investiguer ce sujet et avec des sites de vraiment très très belles factures, mais on voit qu'il y a un risque potentiel si on veut être trop bon élève. Pour autant, on a aussi observé que c'était pas une fatalité du tout et qu'il y avait tout un tas de possibilités, notamment chez les très très grosses machines. J'entends par là des très grosses plateformes comme The Guardian, The New York Times, qui sont quand même pas des petits sites. Parce qu'on l'a compris, hein, la charge, le poids, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans la note. The New York Times, par rapport à la charge extraordinaire de contenu, vous doutez bien que le travail n'est pas simple. Pour autant, ils arrivent objectivement, en termes de compromis, à avoir des notes qui sont extrêmement intéressantes. C'est le cas aussi également pour Airbnb. Je vous avoue qu'on a été très surpris de le retrouver dans le classement à ce niveau-là. Alors, il y a 3 points sur lesquels, en termes de design, pour vous donner quelques clés rapidement ce matin, sur lesquels vous pouvez travailler. Le premier point, c'est l'architecture de votre écosystème, de votre site. Le deuxième, c'est sur le mix visuel. Et le troisième, c'est sur cette politique, cette gestion éditoriale. Sur ces 3 points-là, et pour les résumer, vous avez un premier exemple qui est Nike, alors qui est une masterclass en termes de digital. Ok, on ne parle que d'éco-socio-conception digitale. Déjà, il y a une première chose qu'on ne voit pas, qui est assez finement jouée de leur part, qui est l'organisation de leur écosystème. Et en fait, ils ont un système où chaque enjeu a son site. Le corporate a son site, la RSE a son site,
le shop a son site, le recrutement a son site, et fut un temps, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la newsroom avait son propre site. Et juste le fait de bosser comme ça, en fait, ça vous permet de répartir le trafic et de canaliser les visites. Ce qui est très différent d'un site global où vous avez tout à un seul et même endroit. Puisque là, vous allez concaténer, vous allez agréger un trafic, vous allez d'ailleurs générer beaucoup d'évasion de trafic, mais vous allez créer une surcharge. Et c'est là où la sobriété, le premier travail est très intéressant. Le deuxième point sur Nine qu'il faut observer, c'est que vous verrez, les pages se concentrent uniquement sur l'essentiel. Vous avez des designs qui sont très verticaux, il y a très peu de colonnage, vous savez, on ne vous met pas des éléments à droite, à gauche, des éléments flottants, des layers, des choses qui se baladent. Il y a une vraie sobriété, il y a un vrai confort, il y a un calme de lecture qui est assez inspirant. Un peu comme quand on feuillette un livre, finalement, de gauche à droite, vous tournez les pages et vous n'êtes pas perturbé avec tantôt un bookmark, un pop-up, etc., etc. Et c'est simple, mais la marque, elle est complètement respectée. Et elle est complètement respectée. Les codes respectée. de la marque sont très visibles. C'est le dernier point, c'est que tous les codes de la marque sont là, que l'impact visuel, il est là, que vous le voyez, on va y venir juste après, on a le droit à de la vidéo, on a le droit aux belles images, on a le droit aux grands aplats, et on a le droit aux choses qui nous réconcilient avec l'éco-session-conception. Le deuxième point, le deuxième projet qu'on voulait partager, c'est un projet de l'équipe Watt qui a été réalisé pour Center Parcs Europe, qui est en cours de déploiement. Et c'est pour vous donner des pistes là aussi de réflexion sur le mix visuel. Vous avez compris, la vidéo, c'est compliqué. Que des visuels et des grands visuels, c'est compliqué. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire et qui est assez efficace. Alors là, on a été très largement inspiré par la charte Center Parcs pour être tout à fait transparent avec vous. Mais c'est de mélanger un peu de vidéo, voire très peu, sur le site Center Parcs, il n'y en a pas du tout pour être objectif avec vous, des grands visuels et du vectoriel. Et en fait, en mélangeant ces trois registres, vous arrivez à avoir finalement un impact au niveau de l'interface qui est très bon, une qualité esthétique qui est quand même assez poussée, et encore une fois, ça vous interdit rien du tout. Vous voyez à l'écran en ce moment, il y a un petit moteur de recherche d'emploi avec des animations de manière assez succincte. Vous voyez là aussi que tout est construit dans une verticalité, il n'y a rien dans les colonnes à droite à gauche. On limite les rebonds, on limite les appels de sujets. Les appels de sujets, c'est tiens, vous venez en train de regarder ça. Vous pouvez aussi aller regarder ça, puis vous pouvez aussi aller regarder ça. On va se calmer déjà. Si on est sur cette page-là, c'est qu'il y a une raison, il y a une finalité. Éventuellement, je peux vous proposer d'aller consulter ou de faire quelque chose d'autre, mais pas que ça. Il y a des pages dont aujourd'hui, certains sites, en tout cas, c'est un gros défaut. Il y a trop de choix dans le choix. Et le dernier point, c'est la gestion éditoriale. Alors ça, c'est un point clé. Il y a trop de choses à dire pour tout évoquer ce matin, donc c'est pour ça que ça fera l'objet d'un futur Trust Day. En fait, la sobriété ne vous interdit pas de faire des pages longues, complexes et riches. Il y a un exemple là aussi qu'on aime beaucoup, c'est ce que fait Le Monde à travers un sujet aussi compliqué que la mobilité urbaine. Donc là, je crois que c'est un long grid sur le vélo, l'usage du vélo en ville. Et vous voyez que, déjà, il y a des codes, colonnes de texte très courtes, mais beaucoup de rythme, du visuel, des encadrés, des CTA, des infographies. Et vous voyez qu'on a un scroll qui est très, très, très long. Et ça, contrairement à ce qu'on peut croire, les longs scrolls ne sont pas du tout improductifs. Au contraire, c'est une manière de capter l'attention et d'avoir cette utilité, cette attractivité qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est très très bonne. Le deuxième point qu'on voulait évoquer, c'est qu'il y a un chiffre qui nous frappe toujours, et je pense que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, c'est que 20% de la masse éditoriale d'un site génère quasiment l'intégralité d'un trafic. Et en fait, il y a un boulot qu'on doit tous faire, c'est que assez régulièrement, tous les ans, tous les 6 mois, tous les ans, en tout cas, il faut se reposer la question de ce qu'il n'y a pas des contenus qui sont inutiles, qu'il faut archiver, là aussi, pour avoir ce travail de limiter la masse, limiter le poids d'un site qui, lui, génère une consommation d'énergie, là, pour être très, très concret, qui est inutile. Super. Alors, idée reçue suivante. Un site éco-conçu, ce serait moins performant.
Eh ben, nous, on dit totalement faux. Je pense que c'est faux, tout à fait. Même plutôt l'inverse, l'éco-conception, au contraire, ça booste la performance. Alors là, on parle bien de performance technique au sens de la rapidité de chargement d'une page ou la rapidité d'interaction quand un utilisateur va sur la page. Et ça, pour le coup, l'éco-conception est votre allié à ce niveau-là. Donc là, on va se parler de sobriété et performance dans notre index. Et c'est Bertrand qui va nous contredire sur cette idée reçue. Alors oui, effectivement, cette idée reçue, chez nous, on pense que effectivement l'éco-socio-conception, ça amène à des réflexions très importantes sur la notion de performance des plateformes digitales et numériques. Et c'est même plutôt assez central, comme le disait également Fabrice tout à l'heure, dans la partie iceberg. C'est la partie qu'on ne voit pas forcément, mais qui est vraiment très stratégique pour pouvoir, je dirais, bénéficier de tous les apports que peut apporter l'éco-socio-conception pour ce type de projet. Alors, on a pris deux exemples, deux façons de faire. Le premier, celui du groupe Avril, donc on en parlait également tout à l'heure, et le deuxième exemple, c'est celui du groupe InVivo. Alors, je crois aussi qu'il y a des gens d'InVivo qui sont présents pour le webinaire ce matin. Sur ce premier exemple que vous pouvez voir à gauche, on a ici en fait un site web qui effectivement a quelques petites problématiques de performance selon notre indicateur. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'index, on a bien via Lighthouse, en tout cas, la possibilité de scanner la performance des sites web qu'on analyse. Et donc, on peut voir que sur le desktop, et là, vous pouvez voir la vidéo s'afficher, que les performances sont de 78, donc ce qui est plutôt moyen par rapport à d'autres sites web. Et notamment, alors on l'a pas mis en capture vidéo, mais donc le mobile est aussi un point très important, puisqu'on voit que la note est de 44, ce qui prouve que ce site, de base, en termes de performance, a quelques difficultés, notamment pour les usages mobiles. Ils ont activé une option. Alors là, sur la capture vidéo, vous pouvez voir, en fait, tout en bas et tout en haut, il y a un petit module qui s'appelle mode basse consommation et haute consommation. Donc, de base, en fait, le site est proposé en haute consommation. Et pour pouvoir pallier ce problème de performance, et donc qui, du coup, vient impacter la problématique d'éco-sociaux, en tout cas de sobriété écologique sur un site, ils ont proposé ce petit module qui permet, en fait, de faire l'impasse sur certains contenus du site, notamment tout ce qui est visuel, tout ce qui est vidéo. Alors c'est remplacé souvent par on va dire des éléments graphiques, potentiellement donc vectoriels, comme on le disait tout à l'heure. Vectoriel veut dire vraiment des choses, des éléments, des formes graphiques qui vont prendre le dessus sur des contenus qui eux pèsent plus fortement sur un site web. Donc le choix, c'est vraiment de laisser l'utilisateur en fait, et c'est vraiment orienté sur le terminal de l'utilisateur, à savoir le device qu'il utilise, le niveau de connexion qu'il a. Et effectivement, l'apport en fait de ce petit module, c'est vraiment de pouvoir rendre l'expérience de l'utilisateur sur son device la plus facile possible et l'accessibilité au contenu d'un site en fonction de ses critères. Mais on n'est pas encore vraiment dans ce qu'on va appeler l'élève parfait en termes d'éco-socio-conception. On va prendre l'exemple plutôt du coup du groupe InVivo qui donc a refait son site assez récemment, le site du groupe. Donc on peut voir que là, selon nos indicateurs de l'index qu'on vous a présenté tout à l'heure, le niveau de performance est très bon, notamment aussi bien sur desktop que sur mobile, puisqu'on a une note quasi parfaite et assez équivalente. Et donc ça permet donc à InVivo de pouvoir communiquer également, donc tout en bas du site, vous pourrez voir sur la capture vidéo. On peut aussi se permettre de communiquer quand on a fait ce travail-là d'éco-conception avec ce travail-là sur les performances du site, donc faire un travail plutôt aussi technique, de mettre que la page internet a un faible impact environnemental. Donc ça, c'est une communication possible et elle est tout à fait crédible puisque l'on peut le voir via en tout cas l'index que ça se traduit également pour l'utilisateur par des performances qui sont très bonnes. Et Bertrand, juste là, je vois qu'il y avait un globe, par exemple, presque 3D qui tourne. Ça, c'est éco-socio-conçu. Oui, tout à fait. En fait, il y a la possibilité sur ce type de site, et InVivo probablement l'a mis en place, c'est-à-dire d'utiliser des techniques, je reviendrai dessus juste après, mais par exemple ce qu'on appelle du lazy loading. Donc par exemple, c'est la possibilité de charger le contenu progressivement dans une page, et ça fait le lien aussi avec ce que disait Fabrice sur le fait que avoir une page assez longue, éventuellement du scroll, finalement devient moins problématique à partir du moment où on active ces technologies-là. Et donc, du coup, les navigateurs savent qu'il faut charger progressivement les médias et pas forcément tous les médias d'une page d'un coup. Et c'est selon la navigation de l'utilisateur que ça s'active. On a juste une question sur le site Avril.
et Anaïs qui se demande comment fonctionne chez eux le mode basse consommation. Est-ce que c'est l'intégration d'un plugin ou est-ce qu'il y a eu un dev différent pour chaque mode? Alors, il y a encore des choses qui sont en train d'être développées au sein des différents CMS du marché. Donc, effectivement, la communauté travaille sur des plugins qui vont dans ce sens-là. Mais il y a aussi la possibilité de développer from scratch des outils absolument dédiés à ça. De toute façon, en fait, c'est assez, comment dire, la logique voudrait juste de pouvoir se dire, faire un choix de masquer certains contenus, certains médias. Donc, c'est plutôt, en fait, je dirais technologiquement, la possibilité de proposer une version du site qui fonctionnerait en mode basse consommation. Donc, techniquement, je dirais, la façon de travailler, c'est de vraiment travailler un peu sur une sorte de versionning technologique. Mais de plus en plus, on peut voir des plugins, aussi bien sur Drupal ou WordPress, les communautés commencent à travailler sur l'activation de ces plugins-là. Alors, comme d'habitude, il y aura ces modèles premium, gratuits, donc il faudra effectivement y voir clair dans le modèle et l'usage de ces plugins-là. Mais petit à petit, se mettre en place effectivement ce genre d'outils, voilà, qui sont des choses qu'on peut activer ou non sur un site web. Et aussi bien sur un desktop que sur mobile, puisqu'on a vu que l'intérêt, c'était effectivement de pouvoir être performant également sur mobile. Pour rappel, on l'a pas dit, mais il y a certains sites qui désormais, et on le sait pour par exemple la partie recrutement, parfois ont 80% de leur trafic qui est sur mobile. Voilà. Malgré ce qu'on pourrait imaginer, il y a désormais beaucoup de gens, notamment pour les sites de recrutement, qui utilisent leur mobile pour accéder à des offres d'emploi. Voilà pour les deux façons de faire concernant le sujet de la performance. Donc, si on décrypte globalement les enjeux et on revient un petit peu sur toutes ces briques qui sont très stratégiques, le point de départ, et c'est un peu nous ce qu'on entend parfois sur certains projets, certaines personnes confondent aussi un peu l'éco-socio-conception et le fait d'utiliser de l'hébergement green. Parfois, alors, on ne dit pas de mal de l'hébergement green, ce qu'on se dit, c'est que c'est d'une part pas suffisant, et puis dans certains cas, c'est peut-être un petit peu exagéré, c'est-à-dire que par définition, un hébergement, c'est encore coûteux il y a de la carbonation automatiquement qui est encore activable au travers de l'utilisation de serveurs pour des sites web. Et aussi, il y a aussi il y a un peu de greenwashing qui est effectué par certains prestataires. Donc, il faut essayer d'y voir clair et pas forcément miser sa stratégie uniquement sur le fait d'avoir un hébergement vert pour revendiquer des codes en termes de sobriété énergétique. Sur cet exemple-là, vous pouvez voir qu'on a beaucoup de choses qui sont interreliées et beaucoup d'enjeux. Je vais m'arrêter plus principalement sur certains enjeux en termes de résultats. Comme on le disait, effectivement, travailler techniquement ces pages, et ça n'implique pas forcément de se limiter dans la taille d'un contenu, ça implique vraiment de travailler sur la technique en elle-même pour pouvoir améliorer les performances. On va avoir des pages qui seront plus rapides à charger et automatiquement une meilleure expérience utilisateur. Il faut encore se mettre à la place de ces utilisateurs, c'est bien pour ça qu'on fait ce travail systématiquement, mais il faut aussi se mettre à la place des utilisateurs qui n'ont pas forcément encore en France les mêmes niveaux de connexion, les mêmes devices, il y a encore une disparité très importante, et ça il faut le prendre en compte, et c'est ce que essaie de faire l'éco-socio-conception. Deuxième point qui est peut-être un peu moins connu, mais en tout cas peut-être plus des gens qui travaillent dans le SEO et des référenceurs, mais la performance technique d'un site est aussi prise en compte par les moteurs de recherche. En tout cas, l'algorithme de Google, les algorithmes de Google, il y en a un principalement qui est sorti en 2020, décembre 2020, qui est dédié justement, alors pas que à la performance technique des sites, mais qui est un des piliers qui est pris en compte dans cet algorithme. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'un site qui n'aura pas fait de travail spécifiquement sur les performances de son site pourrait être pénalisé par l'algorithme de Google dans ses résultats et dans son référencement. C'est pris en compte au même titre que plein d'autres critères, mais il faut l'avoir quand même également en tête. Très rapidement aussi, le fait de pouvoir avoir, je dirais, d'être un bon élève en termes de RGPD est très important puisqu'en fait, c'est une obligation. Donc finalement, en fait, on n'a même plus de débat là-dessus. Mais il faut avoir en tête que parfois, selon l'utilisation et les choix qu'on a fait, par exemple, si on a décidé de mettre des vidéos YouTube pour pas avoir hébergé des vidéos sur son propre site, donc ce qui est plutôt une bonne pratique que nous on recommande. La conséquence, c'est que parfois, si c'est un cookie tierce qui est soumis au consentement de l'utilisateur, si l'utilisateur met non, il peut se retrouver sur un site où finalement aucune vidéo n'est visible de l'utilisateur. Mais c'est le choix de l'utilisateur, il est prévenu et il a la possibilité de changer ce choix. Mais il faut avoir quand même ça en tête. Et dernier point, donc je passe rapidement parce que l'objectif n'est pas tellement de parler trop de techniques
de technique et de développement, mais effectivement, on sait faire beaucoup de choses pour pouvoir améliorer les performances techniques d'un site. Donc les techniques en termes de low-code, c'est-à-dire vraiment travailler sur uniquement injecter le code qui est utile à un site web et pas forcément, je dirais, y mettre des surcouches qui sont pas forcément utiles. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire très spécifiquement et qui est intégré de plus en plus sur les refontes de sites ou les créations de sites. Le lazy loading, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait de charger des contenus sur une page uniquement à l'endroit où l'utilisateur se trouve et pas forcément là où il en a besoin. Le design, on en a aussi parlé, c'est effectivement un point clé. La sobriété du design, on a des choix qui sont tout à fait possibles et qui fonctionnent pour pouvoir alléger et contribuer à l'effort en termes de performance. Le choix des fonctionnalités est aussi très important, c'est-à-dire que souvent, nous, on reçoit des cahiers des charges où il y a énormément de fonctionnalités qui sont proposées, demandées. Et quand on creuse un petit peu en atelier, on se rend compte que les fonctionnalités ne sont pas forcément toujours utiles. C'est plutôt un besoin de l'annonceur et on s'en rend compte au travail sur les personas qu'en termes de fonctionnalité, elle ne sert absolument à rien. C'est juste, par principe, on se dit, il nous la faut. Mais c'est une vraie remise en question aussi à faire dans le cadre de l'éco-socio-conception, de pouvoir faire le tri dans ce qui est vraiment utile en termes de fonctionnalité versus ce qui ne l'est pas. Et puis, ceux qui travaillent depuis longtemps sur des sites web connaissent très bien la fonctionnalité, en tout cas la technique de mise en cache des pages web pour pouvoir justement essayer de travailler un peu spécifiquement sur des sites à fort trafic notamment, de pouvoir rendre les choses beaucoup plus souples, beaucoup plus rapides. Et ça, c'est un travail vraiment qui est à faire. Et en termes d'IT, c'est, je dirais, quasiment une obligation sur tous les sites. Voilà globalement un petit peu les enjeux résumés. Si on prend aussi l'autre aspect qui est entre guillemets à prendre en compte, c'est le fait d'éviter l'effet papillon, parce qu'on s'entend sur l'effet papillon, c'est-à-dire il est difficile, on l'a dit au début, d'être bon sur toutes les briques. C'est-à-dire si on veut avoir un site éco-conçu avec un taux d'accessibilité très élevé, avoir les certifications inhérentes à tous ces enjeux-là, avoir un niveau de performance très élevé et garder une expérience utilisateur correcte, c'est très compliqué dans un projet de refonte de se dire on se fixe tous ces objectifs-là avec quasiment du 100% partout. Il faut le travailler de façon intelligente et faire attention au fait que aussi de faire le choix de l'éco-conception peut avoir un impact sur l'accessibilité. Faire le choix de l'accessibilité élevée peut aussi avoir un impact sur le fait que, par exemple, pour pouvoir le prouver, vous allez devoir prévoir un peu de budget pour faire un audit qui peut coûter jusqu'à parfois 10 000 € pour pouvoir certifier que vous êtes bien accessible, je dirais, au niveau maximum. Donc ça, quand vous préparez un projet, il faut aussi l'avoir en tête. Et les choix qui seront amenés aussi à être faits peuvent aussi altérer votre niveau de performance et dans certains cas, l'expérience utilisateur. Donc tout est question de curseur, tout est question de feuille de route et tout est question d'arbitrage pour ce type de projet. C'est notre conviction, en tout cas chez Watt, la performance et l'éco-conception, en fait, ça va de pair, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est très important, mais effectivement, comme je disais, il faut forcément passer par une case arbitrage sur ces projets-là. Je vais vous parler d'un petit exemple qui, effectivement, illustre bien la notion d'arbitrage, c'est pour ça qu'on vous l'a proposé. C'est l'exemple du site de la Bibliothèque publique d'information, donc la BPI, c'est la bibliothèque du Centre Beaubourg. En termes de design, on est sur quelque chose de très sobre, très très sobre, et c'est une volonté, en tout cas, de la part de la bibliothèque publique d'information, de rester sur cette sobriété en termes de design. Pour donner un exemple, ils sont un peu sur une logique, entre guillemets, un peu comme un Wikipédia, c'est-à-dire une volonté d'être très sobre dans son design. Mais les enjeux, ils n'étaient pas forcément là. Les enjeux, ils étaient aussi que derrière, pour faire tourner la documentation qui est présente sur ce site, qui est énorme, il y avait une ossature technique assez lourde qui a été un peu résolue par l'utilisation d'un CMS open source. Et ce choix-là, il est très intéressant parce que les versions d'open source, ça permet d'avoir des versions de WordPress, c'est WordPress en l'occurrence, qui vont pouvoir se mettre à jour assez facilement et à être beaucoup moins gourmandes en ressources et en travail spécifique à effectuer pour pouvoir upgrader ce type de site. Donc c'est déjà un bon choix et c'est une bonne réflexion qui a été menée. Le deuxième sujet autour de ce site, c'est sur son contenu. Il y a énormément de contenu sur un site d'une bibliothèque publique d'information comme celle-ci, un catalogue énorme de contenu, et dans les obligations et qui étaient des arbitrages prioritaires, il y avait aussi cette problématique de contenu en termes de tagage des contenus et en termes de taxonomie. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir un contenu tagué. Et en termes de performance aussi pour un site web, c'est très intéressant de taguer ces contenus parce qu'en gros, typiquement, ça va permettre de le réinjecter dans pas mal de pages, d'éviter à chaque fois de recharger un contenu et d'utiliser ce système de tagage pour pouvoir faire des appels dans le site web régulièrement
selon la taxonomie qui aura été pensée. Ça sert aussi pour un moteur de recherche qui donc est assez poussé sur ce site. Et dernier point, c'est qu'il y a l'utilisation de microdonnées qui sont plus à destination finalement des bibliothèques et des bibliothèques de tous les services comme ça un peu publics, de pouvoir baliser en gros le site et ses contenus pour les moteurs de recherche dans une optique, donc selon ce que dit schema.org, qui est une structure qui un peu positionne les choses pour ce type d'usage. Pour résumer, voilà, c'est un site qui a fait des arbitrages, qui a permis une performance meilleure pour l'utilisateur et une performance technique aussi qui est allégée afin de pouvoir rentrer dans les cases de la sobriété numérique. Alors, dernière idée reçue, je crois que c'était une des plus citées dans le sondage. Un site éco-conçu, c'est long à faire et c'est cher. Alors, là, on va pas se mentir. Oui, mais c'est plus long. On va quand même essayer de voir comment on peut mettre ça en parallèle de la durabilité de ce fameux site et puis de la collaboration qu'on peut avoir dessus. Et nous, on pense qu'en tout cas, éco-conception peut rimer avec compétitivité et sans doute avec meilleure qualité de collaboration. Et c'est Fabrice qui va vous parler de ça. Alors cette fois-ci, on est sur tous les sujets de l'indicateur, puisqu'on va plus se parler de méthodologie et de collaboration de projet. Déjà, pour répondre un tout petit peu à l'idée reçue, alors oui, c'est long au début, mais pardon, je vais tordre un peu la notion de longueur, mais ça va durer plus longtemps. Et c'est là aussi où la démarche de progrès, vous devez l'adopter parce qu'elle va impacter la durabilité de votre projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à cette notion, on voit bien qu'on a des durées de vie de site de 3 à 5 ans, justement parce qu'on n'arrive pas à fixer un cap et que, comme on a testé des choses, on va revenir en arrière et on va avoir tendance à refondre, à repartir d'une feuille blanche. Or, il y a d'autres possibilités. Pour ça, il faut les avoir anticipés. Et par rapport aux shares, en fait, là aussi, quand vous regardez le coût sur une durée de vie de projet qui s'allonge, ben voilà, je ne suis pas économiste, mais vous savez comme moi que on va réussir à lisser des investissements et peut-être qu'au bout de 8 ans, on va constater que finalement, ça nous aura coûté moins cher. Et c'est là où se situe un peu la jauge en termes de durabilité d'un projet comme un SimCorp, un Carrière, un Webzine ou autre. C'est dans cette capacité à fixer le cap à beaucoup plus long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, à 3-5 ans, c'est une moyenne un peu générale. Mais c'est vrai aussi, et on sait, pour l'avoir éprouvé au sein de l'agence, qu'on peut emmener des projets à 8-9 ans d'existence grâce à un maintien consolidé de la phase immergée de l'iceberg et à un travail sur la phase émergée. Et pour ça, on a un cercle vertueux qu'on va faire tourner de manière récurrente sur le projet. Par rapport à cette feuille de route qui va rester notre élément de référence, la capacité de mobiliser, on le verra, la collaboration, l'organisation de la collaboration, la co-construction, comme on dit beaucoup, est très importante. On va regarder cette notion d'utilisateur très présente et d'utilité, mais on va surtout faire quelque chose de majeur en troisième point, c'est qu'on va regarder nos index, comment ils sont renseignés, puis on va les mettre en perspective avec les statistiques de fréquentation du site. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on ne peut pas intégrer à l'index. L'index, c'est une sorte de suivi barométrique. Il faut mettre ça en parallèle par rapport à la performance, au nombre de pages vues, de visites, bref, ce genre d'indicateurs que là aussi, je pense, vous connaissez tous. Et c'est à un moment donné où on va confronter les deux. Puisque vous l'avez compris, plus on va avoir de trafic, plus on va mobiliser des ressources, d'hébergement, de chargement de passe, etc. Et donc, moins l'impact énergétique est bon. Donc là, il va falloir être très conscient de l'équilibre et de l'ajustement des constats qu'il va falloir faire à ce moment-là. Et puis on va, de manière assez, encore une fois, humble, dans une démarche de progrès, réinterroger ce cercle vertueux de manière assez récurrente pour pouvoir fonctionner de manière assez efficace. Et donc finalement, voilà, tout est là. Le temps qu'on va prendre au début, le temps qu'on va investir au début pour bien cadrer, consolider, avoir des fondations les plus solides. Les fondations, c'est pas que de la tech, c'est au contraire une vision de projet, et c'est ça qui est déterminant, c'est la définition de la vision du projet, qui est majeure.
finalement, on va le gagner tout au long du projet. Voilà. Des petits points qu'on voulait partager avec vous, c'est que déjà, on peut changer le mode de collaboration sur ce type de projet en utilisant des solutions de plans de travail collaboratifs qui vont nous accompagner tout au long des phases de conception du projet et de suivi du projet. Donc, on a listé ici un certain nombre de phases, hein, les persona, l'arbo, le wireframe, le fonctionnel, la contribution, etc. Aujourd'hui, nous, on utilise une solution qui s'appelle Figma, mais il y en a d'autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, il y a eu récemment une étude publiée par Forrester qui estime qu'on a un gain de 30% de productivité. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Et pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde va contribuer, collaborer, suivre les avancées du projet en un seul et même endroit. Ce qui fait que ça a une vertu, on va baisser considérablement le nombre de mails échangés, on va baisser considérablement le nombre de réunions, de visio qu'on va faire. On n'a quasiment plus aucune pièce jointe. Tout est inscrit en un seul et même endroit. Et surtout, grâce à une méthode aujourd'hui sur ces outils-là qui est beaucoup dans la visualisation, on va avoir un engagement, c'est-à-dire une compréhension globale à chacune des étapes du projet qui est quasi parfaite, et ce, quels que soient les participants du projet, les parties prenantes du projet. Et c'est le dernier point sur lequel on voulait insister, c'est qu'on va convier sur ces outils de collaboration tout le monde. Et il n'y a plus ce séquençage, ces itérations entre les phases projet, qui intervient à quel moment, etc. Tout le monde voit tout, tout le temps. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais on est vraiment quand même de la vérité. C'est-à-dire qu'on va avoir les métiers, on va avoir l'agence, on va avoir les sponsors, on va avoir des partenaires potentiels, on va avoir les utilisateurs eux-mêmes quand on est en phase de test, et tout le monde est en un seul et même endroit, et là, il y a un vrai levier d'économie, d'efficacité, d'utilité, de compétitivité qui se joue à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important à avoir en tête. Surtout que sur un site éco-socio conçu, on peut penser que du coup, il y a un peu plus de gens parce que peut-être ça intéresse aussi les RH parce qu'il y a la notion d'accessibilité. C'est ça. Voilà, donc potentiellement, il y a aussi plus d'acteurs. Il y a plus d'acteurs. Là, vous avez compris un enjeu technique. Donc, la DSI doit être là. Les directions juridiques doivent être présentes également. Pour les sujets de RGPD. Ça semble anecdotique, mais les directions juridiques, on a besoin de les embarquer et elles sont présentes de plus en plus. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut aussi savoir ouvrir la collaboration. Et finalement, contrairement à ce qu'on croit, là aussi, c'est une belle idée reçue. C'est pas plus compliqué. C'est beaucoup plus efficace. Et on a une adhésion projet qui est... Enfin, souvent, on pose des principes de conception. On va vous raconter l'histoire de l'Ordre national des pharmaciens, parce qu'on a mené avec eux une mission très importante, avec énormément d'enjeux, parce qu'on a revu le site qui est en fait la plateforme digitale de l'Ordre. Et il y a énormément d'enjeux, parce qu'aujourd'hui, il y a 75 000 pharmaciens qui l'utilisent tous les jours dans le cadre de l'exercice de leur métier. Donc, on ne peut pas se rater. Et cette collégialité, au moment de la collaboration, elle a été fondamentale. Et on a associé quasiment tout le monde. Alors, c'est les personas qu'on évoquait tout à l'heure, au début, hein, quelle utilité, c'est les plans de travail collectifs, c'est les différentes techniques que vous pouvez connaître hein, sur les workshops, les ateliers de travail, mais ça a été aussi dans la gouvernance générale, et tout le monde a été présent à quasiment toutes les étapes, ce qui fait qu'on n'a quasiment jamais eu de remise en question à aucun niveau, on a quasiment eu aucun doute, et finalement on a gagné du temps, et on a gagné en qualité. Bien évidemment aussi la feuille de route, et il y a une feuille de route, elle est en train voilà, de se mettre en place, de se suivre, et ça c'est un point qui est extrêmement important pour la compétitivité. Et le dernier point qu'on voulait partager sur cette notion de... On peut emmener un projet au-delà de 3 à 5 ans, mais là de 8 ans, bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le groupe Bouygues Construction, qu'on a la chance d'accompagner depuis 2015. Et bon, on a fait quelques captures écran rapidement de quelques pages, pour vous dire qu'en fonction des plans stratégiques, en fonction des plateformes de discours, en fonction des enjeux, sans mauvais jeu de mots, la construction durable, elle est arrivée progressivement, il a fallu l'intégrer, en fonction de l'évolution du secteur, des problématiques de recrutement, et ben on a fait évoluer ce site-là sur la gestion des contenus, sur les parcours, sur le design, sur des consolidations technologiques, mais c'est le même site depuis le début. Donc, c'est pas une refonte, là. C'est pas une refonte. Ce sont des briques d'évolution. Okay.
Alors, on arrive au bout de ce webinaire. On va conclure. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires pour nos experts. Et je vais laisser Fabrice conclure. Oui, alors pour conclure, déjà j'espère que on a réussi à être suffisamment sobre, utile, attractif et performant. J'espère vous convaincre qu'un site peut l'être. Bon, nous, on est archi convaincus que c'est tout à fait possible. Encore une fois, vous avez compris, hein, c'est une question d'équilibre. On a besoin de cet index pour nous aider à piloter parce que c'est totalement impossible sans. On a besoin d'une feuille de route, c'est absolument évident. Et c'est vraiment ça qu'on voudrait que vous reteniez aujourd'hui. Je crois qu'on a une question. Je vois Lucille. Alors, on a eu déjà pas mal de questions, mais je vous en ai encore gardé quelques-unes au chaud pour la fin. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de répondre à tous, mais on va essayer de faire au mieux. Un peu plus tôt, il y a Franck qui se demandait comment on pouvait faire pour rationaliser la performance d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire moins de vues, mais par les bonnes cibles, vu que la quantité est plus polluante que la qualité. Eh ben, Franck a tout à fait raison. Et ça, c'est un constat qu'on fait de plus en plus. Là aussi, pour être très caricatural, on avait par le passé plutôt tendance à évaluer la performance ou l'attractivité avec le nombre de pages vues et avec le nombre de sessions. Or, on se rend compte que c'est bien évidemment la qualité qu'il faut privilégier. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de faire beaucoup de pédagogie. Pour essayer de bien affiner ces éléments-là, encore une fois, et pardon, on va se répéter, mais le travail amont sur l'utilisateur et qu'est-ce qui est utile uniquement, et se concentrer sur ce qui est utile uniquement, se débarrasser du reste, on va gagner en qualité de manière inévitable. Et l'autre point, c'est qu'encore une fois, la feuille de route, elle est là pour un peu comme garde-fou pour au long cours, voilà. Mais ça reste un exercice schizophrénique parce qu'on a envie d'être meilleur, de progresser. Il y a un moment donné où même qualitativement, on va faire augmenter le nombre de vues. Donc là, il y a quelque chose qui est ce pharmacon qu'on évoque depuis le début. C'est à la fois le poison et le remède. Et on est dans la gestion de l'optimisation la meilleure possible, mais l'absolu est malheureusement inatteignable. Et si ce n'est en effet une des solutions qu'on a évoquées, c'est quand même le fait de canaliser le trafic avec une architecture qui réponde bien aux besoins des utilisateurs. C'est ça. Donc ça peut être une des solutions. Mais tout étant entendu effectivement que on fait de la com, on veut créer de la visibilité, donc de toute façon on aura toujours plus d'impact. C'est vrai qu'on n'a pas dit ça au départ, mais notre objectif c'est bien de faire le moins d'impact possible, mais on est conscient que l'on contribuera toujours à plus d'impact carbone de toute façon. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas le diminuer. On peut juste essayer de réduire au maximum l'impact du site que l'on crée. Mais malheureusement, on ne peut pas réduire vraiment on peut essayer de l'améliorer et de faire le moins mal possible, en fait, c'est plutôt ça, les possibilités que l'on a aujourd'hui. Puis il y a encore cette logique de contenu chaud sur les sites, comme les réseaux sociaux, où il faut quand même pouvoir animer et alimenter. Il y a le site dans sa partie contenu froid qui peut être déjà éco-sociaux conçu, mais il y a aussi cette partie contenu chaud où finalement on contribue encore en publiant souvent des articles, des publications, des communiqués de presse. Cette logique-là, elle contribue encore quand même à la carbonation d'un certain point de vue. La logique de flux, on y reviendra. Pour info, ça sera notre prochain Trust Day, justement, sur la sobriété sur les réseaux sociaux, en termes de production de contenu, en termes de choix de canaux aussi. Donc, on interrogera toutes ces notions-là. On avait aussi une question sur le Digital Index. Hervé nous demande si on intègre les règles Opcast dans cet index et si oui, comment? Alors, les règles Opcast, on les intègre au début d'un projet en phase de build. Mais en fait, elles vont s'additionner aux règles d'optimisation SEO, celles d'accessibilité, celles de RGPD. Et en fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que dans les choix technologiques, dans les techniques de développement et dans ces bonnes pratiques qui font partie de notre index, je ne sais pas si on a la possibilité peut-être de réafficher ce slide. Dans la performance technique, pour nous, les bonnes pratiques dont Opcast fait partie est un élément extrêmement important. Et donc, oui,
les techniques, les méthodes et les process dont Opcast, qui est un des référents avec la W3C, fait partie des méthodes qu'il faut intégrer. Merci. Ensuite, on avait une question. Alors, on y a un petit peu répondu, je crois, mais donc Anaïs nous demandait si on peut allier expérientiel, vidéo, animation, interactivité, et bon scoring éco-responsable. Et si c'était compatible, et si ça ne l'est pas, quelles étaient les méthodes et techniques clés à respecter. Et si en plus, on a quelques exemples autres à la clé, Naïs sera ravie, je crois. En plus de l'exemple in vivo. Oui, il y a différents exemples. Je vous renvoie vers le site Center Parks Europe. On peut avoir de l'animation, on peut avoir des modules interactifs. Après, effectivement, si vous voulez refaire un grand jeu immersif avec des interactions, on n'arrivera pas à gérer de la sobriété. Et souvent, on va revoir un peu la conception. Par exemple, il y a le sujet de la vidéo, qui est un point majeur, des vidéos. Et on se rend compte qu'éditorialement, parfois, un long scroll, comme on a vu sur Le Monde, est beaucoup plus efficace et performant qu'une vidéo qui dirait la même chose. Et que c'est aussi au moment de cette conception qu'on évoque depuis tout à l'heure qu'il faut peut-être se réinterroger sur le choix. Et c'est vrai que le ludique, la gamification, c'est objectivement pas des voies qu'on va privilégier quand on a cette orientation vers l'éco-socio impact. Et pour prolonger ce que tu dis, Fabrice, il y a aussi, en plus de ce type de choix, par exemple, pendant longtemps, il y a eu beaucoup de sites qui aimaient proposer un carrousel avec des énormes images dès l'arrivée sur le site. Et parfois, on avait des carousels avec 10 slides, 12 slides, que l'utilisateur, finalement, toutes les études le montrent, ne regarde absolument pas ou peu. Enfin, regardez peut-être les 2-3 premières, et encore si c'était un carrousel automatisé. Donc finalement, ce genre de choix, on le fait de moins en moins. Et là, déjà, on a depuis assez longtemps commencé à intégrer de la sobriété aussi sur les sites pour pouvoir proposer une autre expérience que juste un élément tournant comme ça, qui n'est pas forcément une fonctionnalité très utile, en fait. Et qui, en plus, est très lourde en performance. Allez, une petite dernière pour la route. Pour répondre à une autre Anaïs, est-ce que la sobriété devra passer par une réglementation, un choix fait par l'utilisateur type en utilisant un bouton basse consommation ou un mouvement lancé par les parties prenantes, agences, marques, etc. À votre avis? C'est compliqué. Ça va être tout à la fois. Sachez qu'il y a quelques semaines, le ministère de la Transition numérique et l'ADEME ont publié un rapport à ce sujet. Pour le moment, on en est au stade des préconisations, de manière un peu appuyée. On ne voit pas apparaître, même au niveau européen ou dans d'autres continents, je pense aux États-Unis ou à la Chine, de normes sur la sobriété numérique. Donc on est encore sur plutôt une mobilisation éthique sur le besoin impérieux d'être sobre énergétiquement parlant. Sachant qu'aujourd'hui, pour l'ADEME, il y a 3 leviers qui sont évoqués. Le levier d'action, il y a le premier, c'est la frugalité, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte de résoudre cette consommation d'énergie. Le deuxième, c'est plutôt sur les technologies green. Comme l'expliquait Bertrand, c'est pas si évident à définir aujourd'hui. Pour vous le dire de manière très transparente, on est encore sur des choses qui sont en train d'être explorées. Il y a encore un peu beaucoup de greenwashing à notre avis, donc c'est pas si évident que ça. Et le dernier, c'est les technologies de compensation. Donc pour vous prendre un exemple, c'est ce que font les hébergeurs aujourd'hui dans ce qu'elles peuvent faire en termes de captation de carbone, qui sont assez intéressants. On est plutôt encore dans cette dynamique-là de responsabilisation, de bonnes pratiques communes, de rappel des enjeux, mais la normalisation et le référentiel ne sont pas encore prévus à date, et tant mieux. En tout cas, nous, on s'inscrit, on essaye justement, et à travers ce webinaire, par exemple,
partager ces bonnes pratiques-là. Il y a quand même, au sein du secteur et de la com, il y a quand même une vraie prise de conscience. En tout cas, nous, on est beaucoup plus interrogés sur ces sujets récemment. Donc, on sent qu'il y a une envie. On n'y voit pas clair, mais il y a une envie initiale. Maintenant, c'est vrai que c'est pas du tout une norme généralisée aujourd'hui. Peut-être que typiquement, si les référenceurs se mettent à prendre en compte la sobriété des sites pour mieux référencer, ça pourrait éventuellement être un vrai atout, parce que ça ferait bouger les annonceurs si ça touche justement à la performance et à la visibilité de leur site. Donc il y a sans doute des actions qui pourraient pousser à ça. On a encore quelques questions, mais je pense qu'il va falloir qu'on libère un peu notre public. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je crois, à nous écrire soit directement à moi, soit à Fabrice, peut-être. Oui, justement. Oui, moi et nous, c'est Watt, donc voilà, pardon, je suis obligé de la faire. N'hésitez pas, vous avez compris, il y a beaucoup de choses à dire, à évoquer. C'est une démarche de progrès, mais elle est surtout à contextualiser, à personnaliser en fonction de chacun. On l'a pas dit, mais toute nature de projet, parce que c'est sûr qu'on a pris des exemples assez emblématiques, donc forcément dans des dimensions un peu poussées, mais voilà, la feuille de route permet, et la projection dans le temps permet aussi parfois de lisser les choses et de s'adapter à tout périmètre, à toute configuration. On l'a pas dit, mais le Digital Index, il peut aussi se personnaliser, c'est-à-dire qu'on peut aussi le penser en fonction de vous, vos besoins ou des indicateurs que vous voudriez intégrer par ailleurs. Donc, si toutefois vous avez un questionnement, si vous avez envie de réaliser un audit ou de travailler une feuille de route, n'hésitez pas à envoyer un message à Fabrice Arsico. On vous enverra de toute façon le replay de cette présentation si vous avez besoin. Et avant de se quitter, on l'a un petit peu évoqué, mais au programme des prochains Trust Day, on se parlera de la sobriété sur les réseaux sociaux, parce que c'est un vrai enjeu, parce que là, on s'est parlé de la conception, maintenant, il va falloir parler du flux. On y reviendra aussi sur les contenus pour rentrer un peu plus dans les sujets aussi de français facile à lire, à comprendre, langage clair, etc., qu'on a juste un peu abordé aujourd'hui. Et puis, on a notre classique rendez-vous sur les dispositifs corporels, dispositifs financiers, rapport annuel, rapport d'impact. Et puis, on aura également un sujet cette année sur la créativité. Alors, ça rejoint un petit peu le design dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, donc suivez bien sur nos réseaux et n'hésitez pas à vous inscrire pour de prochains rendez-vous. Voilà, à bientôt et merci à tous. Merci à tous. Merci.